Bon, alors, le sujet de l'énergie et celui d'EDF se rejoignent à bien des égards, bien entendu. Je vais essayer de faire quelques remarques liminaires, et puis surtout là pour répondre à vos questions, parce que franchement, si on devait faire un exposé global sur l'énergie et sur EDF, on y serait encore dans 2 jours, j'espère en tout cas, tellement le nombre de sujets est important. Juste une carte de visite sur ce qu'est EDF au sein du monde de l'énergie. Le monde de l'énergie, il a fortement évolué au cours des dernières années, il va continuer à évoluer parce que d'abord, la population, enfin le monde évolue. La population mondiale qui est actuellement de 7 milliards, enfin qui était de 1,4 milliard d'habitants au début du XXe siècle, est aujourd'hui de 7 milliards d'habitants, sera de 9 milliards d'habitants dans 30 ans. Et déjà ça souligne un sujet évident. Et deuxièmement, la consommation énergétique évolue avec le niveau de vie. On sait très bien, on ne va pas redire des évidences. Le chauffage, les besoins électriques, etc. Et par conséquent, si on considère le monde tel qu'il est, si on considère l'augmentation de la population du monde, si on considère l'évolution du niveau de vie de certains pays émergents qui aujourd'hui concentrent la croissance du monde, et notamment en Asie et en Amérique latine, on voit que les besoins énergétiques du monde vont continuer à galoper très très vite, quels que soient les efforts faits en matière d'économie d'énergie, alors que pendant le même temps, les énergies primaires, et particulièrement les énergies fossiles, sont par essence limitées en volume, de plus en plus chères d'accès au fur et à mesure qu'on essaie de découvrir de nouvelles ressources. Il faut descendre plus profond dans les océans pour trouver du pétrole et aller plus profond dans les schistes bitumineux pour trouver du gaz, et que par conséquent les prix de revient et donc les coûts de marché des énergies primaires vont continuer à monter. Voilà à peu près l'équation générale du monde. À l'intérieur de l'ensemble des énergies, Camembert qui représenterait les besoins énergétiques du monde, on voit que les évolutions se font également entre les énergies, puisque fondamentalement, si aujourd'hui l'essentiel de l'énergie vient du pétrole, du charbon et du gaz, les énergies primaires, de fait, l'électricité a pris une part de plus en plus forte dans la consommation dans chacun des pays, en raison à la fois des spécificités, de la souplesse, de l'efficacité de ce qu'est l'énergie électrique, et deuxièmement, du fait que toutes les nouvelles applications, les téléphones portables, les ordinateurs, enfin, tout ce qui est nouvelles applications, nouvelles technologies, et j'y ajoute la mobilité, qu'on a de plus en plus, en raison à la fois de la souplesse d'utilisation et en même temps des préoccupations en matière de gaz à effet de serre, qui au fond font que si on se retrouve dans un pays comme la France, j'y reviendrai tout à l'heure, qu'est-ce qu'on constate si on applique le raisonnement que je fais au monde et si on focalise sur le pays qu'est la France aura d'ici 2025, je prends 2025 parfaitement au hasard, parce qu'on peut imaginer d'autres dates, enfin comme celle-là a été utilisée ici ou là. D'ici 2025, il y aura 6 millions d'habitants de plus en France, ça c'est la démographie, c'est une certitude. Et deuxièmement, la consommation d'électricité dans ce pays évoluera en fonction, quels que soient les efforts qu'on fera en matière d'économie d'énergie, et même si on atteint les efforts d'économie d'énergie nécessaires et qu'on se les suppose réaliser, à ce moment-là, dans le camembert d'utilisation d'énergie, l'électricité prenant une part de marché de plus en plus importante, la consommation d'électricité a une corrélation avec le produit intérieur brut, le PIB, la richesse nationale, qui est à peu près égale à 1, malgré les économies d'énergie. C'est-à-dire qu'au fond, l'augmentation de la part de marché de l'énergie électrique compense les efforts d'économie d'énergie par ailleurs. C'est-à-dire que si on a une consommation d'énergie stable, la part de l'électricité augmente. Si on fait des économies d'énergie, la quote-part d'économie d'énergie est compensée par l'augmentation des parts de marché de l'électricité. Voilà ce que je voulais dire, parce que ça évite les confusions dans les projections qu'on peut faire. Et donc si on regarde 2012 et si on regarde 2025 et qu'on se projette, on voit que la seule variable qui reste et qui ne soit pas pratiquement certaine, c'est le produit intérieur brut, c'est-à-dire la richesse nationale et le niveau de l'économie. Si le PIB s'accroît, s'il y a une croissance économique, alors il y aura une croissance des besoins d'électricité à peu près corrélée. S'il y a une décroissance, évidemment, le sujet se pose différemment. Je dis ça parce que dans les arbitrages qu'il faut faire sur le mix énergétique, c'est pas totalement neutre. Deuxièmement, EDF. Alors EDF, c'est une entreprise qui a été en service, qui a une originalité, une spécificité, une carte de visite majeure, c'est un opérateur de service public. Cette entreprise a été conçue en 1946 pour être
l'opérateur de service public de l'électricité en France, elle a gardé cette vocation de service public. Je dis ça par opposition à certains autres concurrents, européens ou non, qui sont eux des vendeurs d'énergie ou des fabricants d'énergie, ce qui est un peu différent. Nous sommes opérateurs de service public, intégrés sur toute la chaîne, c'est-à-dire qui va de l'amont à l'aval, qui va de la production jusqu'à la partie commerce, relation avec les clients, en passant par les réseaux. Sa carte de visite, c'est la suivante, en chiffre rond bien sûr, 65 milliards de chiffre d'affaires, d'euros de chiffre d'affaires en 2011, on vient de publier les comptes de l'exercice dernier, donc 65 milliards, 15 milliards de ce qu'on appelle les bidas, le cash flow, c'est-à-dire de flux économiques, capacité d'autofinancement, 3 milliards 500 millions de résultats nets récurrents, c'est-à-dire le bénéfice net récurrent bas de compte de résultats. 165 000 personnes environ, un peu plus de 100 000 en France, 65 000 à l'international. Non, 120 000 en France et 45 000 à l'international, pardonnez-moi. Position géographique du groupe, à ce jour. Évidemment, très forte présence en France. Nous sommes largement dominants et on a vocation à le rester, si ce n'est à croître cette part de marché, mais on va y revenir. Premier opérateur est de très très loin en Grande-Bretagne, dans le domaine de l'électricité. Très grosse présence en Europe centrale, dans les pays comme la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie, la Hongrie, la Roumanie, l'ensemble des pays d'Europe centrale. Une présence qui va se renforcer notablement en Europe du Sud, en Italie, au travers d'Edison, dont nous allons prendre le contrôle, le processus est en cours, qui est le deuxième opérateur italien derrière Enel. Une présence historique forte en Chine, et plus largement en Asie. Pour une raison simple, c'est que nous avons transféré l'expertise nucléaire française à la Chine il y a maintenant 30 ans et que nous avons coopéré avec les Chinois pour développer le parc nucléaire de ce pays, ce qui fait d'EDF le partenaire historique, et le seul d'ailleurs, de la Chine dans le domaine de l'énergie. Et plus largement au Laos, où nous avons développé récemment une activité forte et un barrage que certains d'entre vous connaissent, qui est la référence mondiale actuellement en matière d'hydraulique, qui est le barrage de Nanteuil, qui dessert à la fois le Laos et une grosse partie des zones de la Thaïlande. Une présence au Vietnam, une présence dans plusieurs autres pays de la zone asiatique. Et puis une présence également en Amérique latine, notamment au Brésil, et aux États-Unis, dans les secteurs du trading, où on a une grosse activité, dans le secteur du nucléaire et dans le secteur des énergies nouvelles. C'est un point fixe, je vais revenir peut-être, si vous le souhaitez, un peu plus tard, sur la vocation et la perspective à la fois du développement international et des options stratégiques du groupe, qui me paraît devoir être un élément fort de sa politique et de son avenir. Si on passe à l'activité du groupe, qu'est-ce que ce groupe a comme activité? Alors il couvre, je vous disais, l'ensemble des composantes d'un service public intégré. C'est-à-dire, au fond, nous sommes le plus gros producteur mondial d'électricité dans toutes les composantes de cette activité. C'est-à-dire, au fond, on couvre toutes les compétences nécessaires à un électricien sur toute la gamme des types du mix énergétique concernant l'électricité. Nous sommes très impliqués et le 5e opérateur mondial en matière d'hydroélectricité, l'électricité à partir de l'hydraulique. Ça a été une grande spécialité du groupe, elle l'est restée, nous sommes le 5e mondial, derrière ceux qui disposent de ressources naturelles plus importantes que nous, c'est-à-dire en fait, pour l'essentiel, les Russes, les Canadiens, les Brésiliens et les Chinois. Les Chinois à cause du barrage des Trois Gorges qui a été récemment construit. Donc la géographie joue un rôle dans la taille critique, et pour autant, EDF a vocation à être la référence en matière d'hydroélectricité, et j'ai renforcé depuis mon arrivée il y a légèrement plus de 2 ans dans le groupe, les ambitions et les moyens du groupe en matière d'ingénierie hydraulique, considérant que la réputation d'EDF, au fond, sa marque, doit s'imprimer sur tous les grands projets hydroélectriques dans le monde, autant que faire se peut, c'est-à-dire que nous avons une ambition forte dans le domaine international, avec des projets que nous essayons de faire avancer rapidement, aussi rapidement possible, en Amérique latine et en Asie en particulier, en Afrique aussi, mais le continent africain est légèrement plus compliqué. Deuxième grande spécialité du groupe, bien sûr,
La première dans sa réputation et dans sa qualification, c'est évidemment le nucléaire. Nous sommes le premier opérateur nucléaire au monde, celui qui a la plus forte expérience, le plus grand retour d'expérience en nombre d'années réacteurs, et qui dispose du parc nucléaire le plus important du monde. Nous gérons à ce jour 74 réacteurs nucléaires qui sont sous notre contrôle direct, c'est-à-dire 58 en France et 16 en Grande-Bretagne. Nous avons en construction 3 réacteurs, celui de Flamanville en France et les 2 réacteurs de Taishan en Chine en coopération avec CGNPC, qui est notre partenaire chinois. Nous sommes de très loin le premier opérateur électronucléaire, j'y reviendrai tout à l'heure, et reconnu comme étant la référence mondiale en matière de nucléaire. Le troisième grand secteur d'activité du groupe, c'est le thermique à flamme. Le thermique, classique, charbon, gaz et anecdotiquement fioul. Dans le charbon, nous avons renforcé notre expertise de manière à être présent. Il se construit, pour mémoire, une centrale à charbon tous les jours dans le monde et une par semaine en Chine. Juste pour mémoire. Il se construit une centrale nucléaire par mois en Chine. Ça vous donne des références intellectuelles pour simplement voir où se situent les marchés d'une manière générale et l'importance de ces marchés. Donc le charbon reste une énergie absolument cruciale pour le monde, il dispose d'une part de marché très très importante et continuera. Et donc je voulais relancer l'ingénierie thermique d'EDF et le renforcer de manière non pas à l'appliquer spécialement en France, mais en tout cas à être présent sur tous les marchés internationaux dans ce domaine. Et j'ai pris la décision de réaliser, et les travaux vont commencer dans les semaines qui viennent, la première grande centrale thermique à charbon propre, ultra critique, en Pologne, à Rybnik. C'est un investissement de 2 milliards d'euros qui a été décidé par le groupe qui va être réalisé. Dans le thermique, il y a également le gaz, et nous avons, par conséquent, également renforcé notre présence dans les cycles combinés à gaz. 2 sont en construction en France, un très gros est en cours de finition en Grande-Bretagne, et nous avons pas mal d'autres projets dans le monde. Et nous avons donc renforcé cette dimension avec des applications techniques particulières, et nous avons notamment signé avec GE le partenariat le plus ambitieux dans ce domaine avec la mise au point d'une turbine dite très flexible pour les moyens de pointe qui correspond aux besoins de l'ensemble des pays du monde et qui, je pense, à travers également la coopération que nous avons avec Alstom, permettra au groupe de figurer parmi les grands acteurs du thermique et du gaz dans les années qui viennent. L'Italie s'y rajoute, puisque dans le domaine gazier, je fais une toute petite parenthèse, l'ambition du groupe va se renforcer et la plateforme gazière du groupe sera située à Milan, chez Edison, en raison de la position géostratégique de l'Italie dans ce domaine, puisque tous les grands gazoducs du monde qui ont vocation à desservir l'Europe, peu ou prou arrivent dans la péninsule italienne. C'est le cas de South Stream, le grand gazoduc russe, dans lequel nous avons pris une participation de 15% et qui va arriver à l'Italie. Nous disposons du terminal gazier de Rovigo, nous allons construire le terminal gazier de Dunkerque, et l'interface entre le Moyen-Orient, pays où se trouvent pas mal de pays producteurs, comme vous le savez, l'Asie centrale et la Russie, convergent vers cette péninsule italienne, et c'est la raison pour laquelle nous ferons d'Edison la plateforme gazière du groupe. C'est une décision qui a déjà été prise. Ensuite, on passe aux énergies nouvelles. On est toujours dans le secteur de l'amont, dans la production. Et là, EDF avait lancé, il y a déjà une dizaine d'années, une opération assez importante au travers d'une coopération avec une entreprise qui a, dans son histoire, connu plusieurs noms, en tout cas depuis 4 ou 5 ans, s'appelait EDF Énergie Nouvelle, spécialiste des énergies dites nouvelles, enfin non renouvelables, parce que dans le renouvelable on trouve l'hydraulique en premier rang, donc que j'ai cité en premier, mais des énergies de type éolien ou photovoltaïque. J'ai décidé de prendre le contrôle d'EDF Énergie Nouvelle l'été dernier. On a investi 1,5 milliard d'euros pour passer de 50 à 100% et détenir complètement le contrôle d'EDF Énergie Nouvelle, qui est le pilier du groupe dans ce domaine-là, et dont l'essentiel de l'activité se situe déjà et continuera encore plus fort à se développer en dehors de France.
parce que l'essentiel des besoins se situe en dehors de notre territoire. Et donc nous sommes un grand acteur à la fois dans le renouvelable éolien et dans le renouvelable photovoltaïque, ce qui m'a conduit à prendre la décision de Photowatt. Peut-être qu'il y aura une question là-dessus tout à l'heure, mais pour de manière à disposer de la technologie, la seule technologie européenne qui aujourd'hui est compétitive ou a vocation à l'être, qui est la technologie dite d'hétérojonction, qui, semble-t-il, je parle sous le contrôle de mes propres scientifiques, parce que je n'aurais pas l'audace de vous dire que je suis particulièrement compétent dans ce domaine, mais qui serait la technologie de demain en matière de photovoltaïque, et qui, par conséquent, a vocation à être maîtrisée par notre groupe. Voilà pour la Mondusic, c'est-à-dire l'ensemble des moyens de production, avec les points forts que je viens d'énoncer. Ensuite, sur l'aval, on passe directement à l'aval, c'est-à-dire sur la partie qui est au contact du client. On a une position extrêmement forte du fait de notre base de clientèle et du fait de notre expertise, à la fois dans le domaine de ce qu'on appelle le commerce. Et dans le commerce, il y a une particularité, c'est que la gestion des tarifs est quelque chose d'extraordinairement complexe et important, parce que c'est le système qui permet l'accessibilité à tous et la manière de répondre aux attentes de la notion de service public. Comment faire en sorte que, en matière tarifaire, il existe une solidarité qui fasse que l'accès de tous aux services publics soit possible. Et ça, c'est la gestion des tarifs qui est un élément extrêmement complexe, dont beaucoup de pays rêveraient de disposer et qui constitue un savoir-faire formidable du groupe. Nous n'avons pas encore réussi jusqu'ici à le structurer de manière telle qu'on puisse le vendre à l'international, en faire un vrai package de vente. C'est une de mes idées, je rêverais de faire ça de manière à accélérer le développement d'un certain nombre de pays qui voudraient disposer de cet actif. S'y ajoute ce qu'on appelle l'optimisation. L'optimisation, c'est la compétence nécessaire pour, à partir d'infrastructures existantes de production ou de distribution, on puisse répondre à tout moment de façon la plus efficace et la plus économique possible à l'optimisation du système. Un système électrique, c'est un système intégré qui fait appel à la production, au réseau et à l'ensemble des besoins. Donc l'anticipation des besoins. Qu'est-ce que fait l'optimisateur? Il fait l'anticipation des besoins, c'est-à-dire qu'à tout moment, on essaie de savoir quelles seront les consommations ou les besoins à un horizon, alors soit à moyen terme, 6 mois, 9 mois, soit à très court terme, 3 jours, 4 jours ou quelques heures. De manière à savoir à quel moment on appelle la production et on utilise au mieux les infrastructures existantes. C'est un sujet extrêmement compliqué et sophistiqué dont EDF est, je crois, l'un des quelques grands acteurs dans le monde. Et puis le trading. Dans le trading, on est le plus gros trader d'énergie dans le monde, enfin en tout cas pour ce qui concerne l'électricité, le charbon, vraisemblablement le gaz et le CO2, et on est acteur sur les marchés. Alors on n'est pas un spéculateur, notre trading n'est pas spéculatif, il est adossé à des volumes, mais on essaie de trouver, par exemple, quand vous êtes en Chine aujourd'hui, en 2012, et que vous avez une production électrique à partir d'une centrale à charbon, qui était récemment, notre centrale avait en tout et pour tout sur son stock 1 jour de consommation. La rareté du charbon est telle que on est aux limites de rupture en matière d'approvisionnement. Eh bien, on va partout dans le monde essayer de maîtriser les flux de manière à être capable d'orienter le combustible et être à tout moment en situation à la fois d'efficacité et d'optimisation économique. Alors on le fait pour compte de tiers aussi, ce qui fait qu'on est le premier trader de charbon au monde alors qu'on n'est pas le plus gros utilisateur et de loin. Mais ça c'est une activité du groupe qui s'est très, très fortement développée, dont les grosses plateformes sont notamment en Grande-Bretagne et aux États-Unis. Voilà ce qu'est le groupe EDF dans ses grandes lignes. Alors je voulais vous dire peut-être ensuite redescendre dans quelques points d'actualité, le nucléaire, le froid, et puis ensuite vous dire 2 mots de l'emploi et de la recherche, qui sont les 2 plateformes les plus importantes du groupe. Sur le nucléaire, je vous en ai dit quelques mots sur ce qu'est le nucléaire d'EDF. Je pensais que je l'avais dit déjà de manière assez
tonitruante, alors que je m'exprime rarement en public, que les opérateurs, et en tout cas EDF en particulier, étaient les chefs de file de la filière nucléaire. Je le pensais depuis toujours, depuis que j'ai rejoint cette maison. Fukushima l'a démontré. C'est-à-dire qu'au fond, dans le nucléaire, ce qui compte, c'est celui qui assume la responsabilité de la sûreté d'une part et de l'évolution des outils de production de l'autre. C'est-à-dire qui gère et qui améliore peu à peu, qui optimise. Bon. EDF est architecte ensemblier opérateur dans le domaine du nucléaire. Nous ne sommes pas vendeurs de centrales nucléaires. Nous ne sommes même pas nous sommes assistants à maître d'ouvrage ou maîtres d'ouvrage. Donc nous savons construire et nous construisons des centrales, mais nous ne vendons pas des centrales. Nous ne sommes pas un exportateur de centrales. À l'inverse, lorsque nous mettons notre tampon sur une centrale, ça veut dire que nous en assumons à la fois la conception, et donc la sûreté, et que nous en sommes responsables. Et ça, c'est quelque chose qui a une valeur absolument extraordinaire aujourd'hui dans le monde. Il n'y a que 4 grands opérateurs nucléaires au monde, enfin 3 et demi. Le premier de très très loin, c'est EDF, je vous l'ai dit tout à l'heure. Le deuxième, c'est Rosatom, le russe, qui est la filière intégrée du nucléaire civil et militaire, intégrée de l'amont à l'aval, c'est-à-dire de la production jusqu'à l'opération, passant par la construction, et y compris le combustible. Le troisième, c'est CGNPC, chinois, qui est notre associé, notre partenaire, depuis maintenant 30 ans. Et le quatrième, loin derrière, c'est KEPCO, le coréen. C'est tout. Et si on regarde le nucléaire mondial, on se rend compte que la part du nucléaire dans la production électrique dans le monde va vraisemblablement doubler dans les 30 ans qui viennent. C'est-à-dire passer de 12,5, 13 à 25%. Pourquoi ? Parce que c'est une énergie efficace, parce que c'est une énergie qui est présente au moment où on en a besoin et que c'est une énergie extrêmement compétitive. Un certain nombre de pays, après Fukushima, ont annoncé ou renforcé leur projet nucléaire. Je commencerai par la Grande-Bretagne, qu'on ne cite jamais, mais qui a voté en juillet dernier une loi qui a été votée à 290 voix contre 14 à la Chambre des communes, donc une écrasante majorité, son projet nucléaire en relais des énergies fossiles dont il disposait jusqu'ici, pétrole et gaz de mer du Nord, et qui compte sur le nucléaire pour assurer l'indépendance énergétique de la Grande-Bretagne. S'y ajoutent bien d'autres pays, à commencer par la Hollande, tous les pays d'Europe centrale, Pologne, République tchèque, Pays-Baltes, Slovaquie, Roumanie, Bulgarie, enfin tous les pays d'Europe centrale ont un projet nucléaire déjà engagé. L'Afrique du Sud, la Turquie, l'Arabie Saoudite, les Émirats, le Brésil, les États-Unis, le Vietnam, l'Inde, et puis évidemment la Russie et la Chine. Cette cartographie n'est pas complète, j'en oublie certainement quelques-uns, mais vous voyez déjà que le nombre de centrales qui seront construites dans les 30 ans qui viennent est absolument considérable, et que l'enjeu, une partie de l'enjeu de la production électrique dans le monde sera liée à ça. Qu'EDF et la France puissent jouer un rôle dans ce marché du nucléaire est une option qu'il s'agit de considérer. Alors, où on dit oui ou on dit non. Si on dit non, c'est très bien. Si on dit oui, il faut s'organiser en conséquence. Et j'avais toujours eu le sentiment que l'EDF devrait ou serait contraint d'y jouer un rôle essentiel, encore une fois, parce que la crédibilité du nucléaire passe par l'opérateur, et que les 4 opérateurs, je vous les ai indiqués, sont à coup sûr ceux qui vont, en fait, baliser le parcours du nucléaire mondial. Encore fallait-il pour cela que la filière industrielle sous-jacente soit efficace et disponible. Et c'est la raison pour laquelle il était temps que la France revienne à un certain bon sens en matière de filière nucléaire, c'est-à-dire au fond s'organise de manière à ce que les entreprises industrielles coopèrent de façon concrète, efficace avec les opérateurs dans cette perspective-là. Et que, deuxièmement, nous soyons susceptibles et capables de construire des partenariats internationaux, seule condition pour que la chance de la France, de la filière française, existe dans le monde. Parce que on ne fera pas une filière, on ne fera pas
du nucléaire bleu, blanc, rouge dans le monde si on n'a pas une acceptabilité à la fois politique et industrielle, et que par conséquent ça passe par des grands partenariats internationaux. On ne fera pas de nucléaire en Grande-Bretagne, c'est nous qui en sommes chargés, sans une coopération avec l'industrie britannique. Je ne citerai pour exemple que Rolls-Royce. Donc nous avons un partenariat avec Rolls-Royce pour la turbine. Nous ne ferons pas de nucléaire en Chine ou en Asie sans un partenariat fort avec l'industrie chinoise, ou en Europe centrale sans un partenariat fort avec l'industrie russe. Pourquoi ? Parce que les zones d'influence des pays ont une importance forte et qu'en conséquence, il faut savoir nouer ce type de partenariat. Voilà ce à quoi nous nous sommes appliqués. Une toute petite parenthèse, on en a beaucoup parlé et disserté là-dessus pendant les mois qui se sont écoulés depuis Fukushima, la sûreté nucléaire et le rôle des autorités de sûreté. Évidemment, quand on opte pour le nucléaire, alors on switch sur quelle est l'organisation du nucléaire. Et dans les pays démocratiques et dans les pays construits autour de cette option nucléaire, à peu près partout, les pouvoirs publics savent que la responsabilité va peser sur les épaules du politique et de l'opérateur, et qu'entre les deux, il faut créer une institution qui a vocation à être l'interface en matière de sûreté, autorité indépendante, s'assurant de la qualité et de la sûreté des installations et de leur évolution. C'est ce qu'on appelle une autorité de sûreté nucléaire. En France, c'est l'ASN. Bon. Mais c'est vrai en Grande-Bretagne, c'est vrai partout dans le monde où il existe du nucléaire. Ces autorités de sûreté doivent avoir les moyens, c'est le cas chez nous. Je reconnais que l'ASN a une réputation mondiale assez bien établie, les moyens en termes de compétences et en termes matériels, et valide le processus de contrôle, d'audit et de conditionnement de la sûreté nucléaire. Ça a été fait. J'avais eu à l'occasion de discussions mouvementées sur le prix de cession de l'énergie nucléaire du groupe assez concurrent au travers de la réglementation européenne d'ouverture à la concurrence. Peut-être y aura-t-il des questions là-dessus. Au cours du deuxième semestre de 2010 et du premier semestre de 2011, ce débat a fait rage sur les bancs des assemblées, Sénat et Assemblée nationale, pour savoir quelles seraient les conditions pour que la France respecte la réglementation européenne. La France avait décidé d'imposer à EDF de vendre le quart de sa production pendant 15 ans, le quart de sa production nucléaire pendant 15 ans à ses propres concurrents pour qu'ils puissent venir prendre nos propres clients. Vous voyez, c'est assez pertinent comme méthode, mais enfin bon, passons. J'ai dit ce que j'en pensais et je ne veux pas le redire. Pour autant, à partir du moment où une règle nous est imposée, on essaie de la respecter. La question qui se posait, c'était quel est le coût quel est le prix de cession de cette électricité. Et j'avais eu l'outrecuidance de prétendre qu'il ne fallait pas nous condamner à vendre notre électricité à des entreprises privées concurrentes en dessous de son coût de revient. Bon. Alors c'est vrai que ça tombe pas sous le sens. Enfin bon. Et alors la question, c'est quel est le coût. Bon. J'avais dit, 46 € me paraît un coût équitable si on considère les investissements à faire pour la maintenance de l'outil de production et pour l'extension de la durée de vie de cet outil de production à 60 ans, ce qui est l'intérêt de la nation française, c'est de porter de 40 à 60 ans la durée de vie de ses centrales pour garder la compétitivité de son énergie électrique. Bon. Il y a eu beaucoup de remue-ménage autour de ça, beaucoup de contradictions. Tous nos concurrents, à commencer par le plus important d'entre eux, non pas en qualité mais en poids, prétendaient évidemment venir s'approvisionner à un tarif qui soit le plus bas possible. Je les comprends. Ils venaient acheter notre électricité, ils essayaient de la prendre gratuitement pour la vendre à nos clients. Comme ça, au moins, c'était une rente garantie sur 15 ans. Bon. Donc, ils prétendaient que le coût de l'énergie était entre 31 et 35 €. Bon, je disais que c'était 46, et finalement, la Cour des comptes vient de rendre son avis, puisque le gouvernement consultait la Cour des comptes, pourquoi pas, qui est un organisme on ne peut plus indépendant, et qui vient de rendre son avis, c'est 49,50 €. Donc on est quand même plus proche de notre prix que de celui de nos concurrents, et j'espère qu'on en tiendra compte dans l'avenir. Alors pourquoi est-ce que c'est un peu plus que ce qu'on avait estimé à l'époque? Vraisemblablement en partie parce que Fukushima a imposé un investissement supplémentaire en matière de sûreté qui n'était pas à l'époque totalement prévu, même si dans nos travaux d'extension de durée de vie, on avait intégré des améliorations de sûreté assez importantes. J'avais dit à l'époque que les investissements à consentir seraient de l'ordre de 700 millions par réacteur.
fois 58 réacteurs, ça fait un peu plus de 40 milliards. Bon. Aujourd'hui, on arrive à une estimation d'investissement à réaliser sur la période qui s'ouvre de l'ordre de 50 milliards. Donc, vous voyez, c'est l'ordre de 10 milliards de plus. Et ça, c'est l'investissement que EDF devra consentir pour maintenir et financer les travaux d'amélioration et de renforcement de la sûreté de ces centrales nucléaires. Encore une fois, rien n'est étonnant à cet égard si on regarde l'ampleur des enjeux industriels et économiques sous-jacents. Voilà ce que je voulais vous dire sur le nucléaire. J'ajoute que l'électricité française est là. Nous distribuons aujourd'hui l'électricité au prix le moins cher d'Europe, en tout cas 40% moins cher que la moyenne européenne, hors France. Deuxièmement, la vague de froid. Elle a montré à la fois la très forte mobilisation des équipes d'EDF. On a, pendant cette vague de froid, réussi à battre tous les records historiques de production, puisque on a très largement battu tous les records préalables. Donc on est à 110 000 mégawatts, je crois, quelque chose comme ça en point. 112 000 111 000, enfin, pardon, 1000 près. On a mobilisé tous nos moyens, mais il se trouve que le parc nucléaire français a été fortement sollicité, bien entendu, mais que son coefficient de disponibilité, c'est-à-dire la disponibilité des centrales, a progressé d'une manière historique au cours des 18 derniers mois. Son coefficient la progression du coefficient de disponibilité du parc n'avait jamais été aussi important depuis la création de l'entreprise. J'en rends hommage à toutes les équipes qui se sont mobilisées à cet effet, et pas uniquement pour la vague de froid, mais parce que c'est un outil de compétitivité, un outil d'efficacité économique tout à fait remarquable. C'est la priorité que j'avais assignée à nos collaborateurs lors de mon arrivée. On peut dire que ça a été en tout cas réalisé pour l'essentiel. On continuera à progresser, mais lentement dans les années qui viennent. On a également mobilisé, bien sûr, nos barrages, on a mobilisé nos ressources thermiques. Je vous signale par ailleurs que je ne sais plus ce que je voulais dire. Je parlais de la disponibilité du parc nucléaire. Bon, pardonnez-moi, j'ai oublié. Je voulais non pas finir, mais dire un mot de l'emploi et de la recherche. Parce qu'au fond, ce sont les ressources humaines et la recherche et les technologies sont les deux plateformes sur lesquelles on construit l'avenir d'une entreprise comme celle-là. Grande entreprise industrielle qui gère le temps long et qui donc doit, par définition, compte tenu des enjeux en termes d'investissement et en termes de durée de vie, maîtriser toutes les technologies par anticipation, bien entendu. Notre recherche est la plus importante existant dans le monde en matière d'électricité. Nous avons plus de 2000 chercheurs et nous allons construire un très grand centre de recherche sur le plateau de Saclay. Les travaux vont commencer dès cet été. Et puis, les compétences et l'emploi. Et ça, dans tous les pays du monde, bien entendu, parce que je ne me limiterai pas à la France, mais je vais prendre un certain nombre de références françaises. EDF a été, pendant longtemps, une forme de vitrine sociale de la France de l'après-guerre. Et puis, ça s'est un peu dilué, probablement en raison de l'état des mœurs, du temps et des circonstances. Je veux qu'EDF redevienne une vitrine sociale et je veux donner à ce groupe une très forte ambition d'intégration et de création de compétences. Je l'avais fait dans une vie antérieure, dans ma vie précédente, et je pense qu'EDF, plus que tout autre groupe, doit être ambitieux dans ce domaine. Donc, on a pris un certain nombre de mesures, ça a été la première décision que j'ai prise en arrivant, et on a pris un certain nombre de mesures fortes qui vont accompagner cette ambition. À commencer par la construction d'un campus de formation. Il sera d'ailleurs à la porte de notre centre de recherche à Saclay, et les travaux commenceront là aussi au cours de l'année pour une ouverture en 2015, vraisemblablement en 2015. De manière à ce que toutes les formations soient déclinées du CAP au Bac+5, et j'ai anecdotiquement
mis un terme à la tradition qui voulait qu'EDF, depuis quelques années, ne recrutait jamais en dessous de Bac+2, de manière à ce que nous soyons plus en prise avec notre mission d'intégration. Désormais, EDF recrutera à partir du CAP, formation, et jusqu'aux ingénieurs expérimentés. Alors ça ne nous empêche pas, évidemment, de continuer à accueillir des ingénieurs ou des formations supérieures sortis de grandes écoles ou d'universités, bien entendu, en France et à l'international, mais c'est un sujet qui est au cœur de notre dispositif, avec des chiffres conséquents. Nous allons embaucher plus de 6000 personnes en France en 2012. Je parle de recrutement net, bien entendu. Alors, les enjeux sont conséquents, puisqu'on va, dans la période qui s'ouvre, voir partir à peu près 40% de notre effectif en départ à la retraite pour des raisons de pyramide des âges, notamment dans les domaines du nucléaire, mais pas uniquement, et que par conséquent, l'importance ou l'enjeu du renouvellement des compétences est un enjeu absolument crucial et vital. Nous aurons 3000 alternants à la rentrée de 2012 en France, et nous construirons un réseau de campus. Nous avons eu la visite la semaine dernière, vendredi je crois, du Premier ministre britannique à l'occasion du sommet France Grande-Bretagne. Il a eu le geste de venir visiter EDF, et il est venu avec une petite délégation au siège d'EDF. Il est resté une heure et on a parlé de ces sujets d'alternance, de formation et du nucléaire, bien entendu, avec David Cameron, parce que nous allons aussi ouvrir un campus de formation en Grande-Bretagne, et là aussi la réalisation sera très rapide. Voilà ce que je voulais vous dire en quelques mots.